Ce n'est pas la guerre des États-Unis, on s'est retrouvés empêtrés dans cette guerre. Ces propos, ce sont ceux de Donald Trump après son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Une déclaration qui vient souligner une volonté de plus en plus visible des États-Unis de se retirer du conflit. Mais pourquoi vouloir se désengager et que pourrait-il dorénavant se passer? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Je remplace Hugo aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Après son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine ce lundi, le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations entre la Russie et l'Ukraine en vue d'un cessez-le-feu, et plus important encore de la fin de la guerre, allaient, je cite, commencer immédiatement. Quelques mois plus tôt, Donald Trump expliquait lui-même qu'il était capable de mettre fin à la guerre en 24 heures s'il revenait à la présidentielle. Mais dans les faits, les discussions entre la Russie et l'Ukraine restent toujours difficiles, même plus de 3 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et ces dernières semaines, le président des États-Unis s'exprime de plus en plus souvent au sujet du blocage des négociations. Ce vendredi, les négociations en Turquie entre la Russie et l'Ukraine, qui auraient pu réunir en personne le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, se sont soldées par un échec. C'est suite à cet échec que Donald Trump a annoncé qu'il allait s'entretenir lui-même au téléphone avec son homologue russe. Dans la soirée, après l'appel, Donald Trump s'est montré confiant en déclarant que Vladimir Poutine voulait mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président russe aurait même déclaré que la Russie était prête à travailler avec l'Ukraine sur un texte concernant un possible traité de paix entre les deux pays. Cependant, ça n'engage pas la Russie à accepter un cessez-le-feu ou à faire des concessions concrètes. Sauf que malgré ces légères avancées, Donald Trump a tenu à préciser qu'il comptait se retirer des négociations si celles-ci n'aboutissaient pas et que l'Ukraine et la Russie devraient continuer donc sans les États-Unis. Le vice-président américain J.D. Vance avait lui aussi fait part de son agacement lors d'une conférence début mai en expliquant que la Russie demandait trop de concessions et en admettant que les États-Unis se trouvaient dans une impasse et qu'ils étaient, je cite, plus qu'ouverts à l'idée de se retirer de leur effort diplomatique en faveur de la paix si les blocages persistent. La Russie a déjà déclaré qu'elle n'accepterait un cessez-le-feu que si l'Ukraine retirait ses troupes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, 4 régions ukrainiennes occupées plus ou moins totalement par la Russie de manière illégale selon la communauté internationale. Pour l'Ukraine, en tout cas, c'est un refus catégorique. Ces derniers jours, Donald Trump a même déclaré que les conditions de paix seraient directement discutées entre la Russie et l'Ukraine, une façon donc d'amorcer un désengagement direct des États-Unis dans le processus de négociation. Interrogé sur un éventuel retrait, il a confié ce lundi soir avoir quelques lignes rouges qui feraient retirer les États-Unis des discussions sans pour autant préciser lesquelles. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était essentiel pour nous tous que les États-Unis ne se distancient pas des négociations et de la recherche de la paix, car le seul à en bénéficier serait Poutine. Mais alors, pourquoi les États-Unis chercheraient maintenant à se désengager du conflit? Au-delà d'une certaine fatigue du pays face au manque de résultats et à l'important coût du soutien à l'Ukraine, selon certains analystes, le dossier de la guerre en Ukraine devient de plus en plus un handicap pour les États-Unis et est de moins en moins perçu comme une occasion de démontrer ses talents de négociateur. En se retirant du conflit, les États-Unis pourraient en quelque sorte se débarrasser du problème en expliquant qu'il s'agit uniquement de celui de l'Ukraine et de ses alliés européens. Donald Trump a d'ailleurs déclaré plusieurs fois qu'il s'agissait, je cite, d'une affaire européenne et que ça aurait dû rester une affaire européenne. Cette position est aussi dans la continuité de la politique America First de Donald Trump, centrée sur les États-Unis, qui met en avant la réduction de l'engagement militaire américain à l'étranger. Selon lui, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, les États-Unis ne devraient pas être impliqués directement dans des guerres qui ne menacent pas leur sécurité nationale à l'instant T. Et en plus de tout ça, il y a un autre point important à souligner, ce sont les divergences entre ce que veulent les États-Unis et ce que veulent l'Ukraine et les alliés européens. Dans leur façon de négocier, les États-Unis misent notamment sur la diplomatie et la négociation entre la Russie et l'Ukraine, là où les Européens, dont la France, veulent se montrer plus fermes avec la Russie en demandant un durcissement des sanctions pour inciter le pays à faire des concessions. D'ailleurs, l'UE a annoncé ce mardi un 17e paquet de sanctions contre la Russie qui vise principalement près de 200 navires pétroliers dits fantômes utilisés par la Russie pour contourner les restrictions sur les exportations de pétrole. Il y a aussi des sanctions contre des personnes et des entités russes. Comme le précise le communiqué de la Maison-Blanche suivant l'appel entre Trump et Poutine, Donald Trump n'a pas évoqué d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. Au lieu de ça, il a plutôt insisté sur la perspective de relations économiques et commerciales profitables pour toutes les parties une fois la guerre terminée. Il parle d'une opportunité énorme pour la Russie de créer des emplois et de la richesse et promet que l'Ukraine pourrait aussi bénéficier du commerce lors de la reconstruction du pays. Le truc, c'est que cette façon de négocier est très critiquée, notamment par Volodymyr Zelensky et plusieurs responsables européens qui soulignent que l'absence de nouvelles sanctions permet en fait à la Russie de gagner du temps. Et oui, car sans nouvelles contraintes économiques, la Russie peut continuer son invasion terrestre tout en faisant traîner les discussions en vue d'un cessez-le-feu et en gagnant en rapport de force pour imposer ses conditions. Et même s'il ne s'agit pas pour l'instant d'un retrait de l'aide militaire immédiat de la part des États-Unis, leur retrait des négociations aurait de nombreuses conséquences. En tant que première puissance mondiale, leur retrait affaiblirait largement
largement la capacité des Occidentaux à imposer des conditions ou à faire avancer un accord crédible entre les deux parties. Et autre point qui me paraît important de souligner, les États-Unis sont toujours malgré tout aujourd'hui l'un des, si ce n'est le principal allié de l'Ukraine, et le désengagement de la première puissance mondiale aux côtés de l'Ukraine pourrait véritablement démoraliser la population, les soldats, mais aussi les dirigeants ukrainiens, voire les alliés occidentaux. Voilà pour ce sujet un petit peu long, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. On continuera évidemment de suivre les négociations dans nos formats. En attendant, je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le projet de loi de durcissement de la justice pour les mineurs a été définitivement adopté ce lundi au Parlement après un dernier vote du Sénat. Porté par Gabriel Attal, à l'époque ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, ce texte fait suite aux émeutes de l'été 2023 après la mort de Naël. Gabriel Attal avait affirmé vouloir adapter la réponse pénale qu'il estime trop laxiste envers les jeunes. Elle prévoit notamment d'inverser l'excuse de minorité qui dit qu'un mineur doit être jugé moins durement qu'un majeur pour les mêmes faits. Cette excuse de minorité devra maintenant être motivée par le juge. Le texte prévoit aussi de créer une mesure de comparution immédiate, donc une procédure qui permet de faire juger rapidement quelqu'un à partir de 16 ans pour les mineurs récidivistes. Jusqu'ici, cette procédure n'est possible que pour les suspects majeurs et elle est régulièrement critiquée, notamment car elle laisse moins de temps aux avocats pour préparer la défense. Le projet avait été largement critiqué par la gauche qui dénonçait une mise en avant de la répression au lieu de l'éducation des jeunes. La loi doit désormais être promulguée dans les 15 jours par Emmanuel Macron. Pendant ce délai, il peut demander un nouvel examen du texte, ce qui a peu de chances d'arriver, sinon il sera publié au journal officiel et entrera en application. Deuxième actu, le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin, fondateur de Smartbox notamment, était attendu ce mardi pour une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête qui le vise, à laquelle il ne s'est pas présenté. Si vous ne le connaissez pas, Pierre-Édouard Stérin est un homme d'affaires qui se définit comme libéral conservateur et il est la 104e fortune de France. Concrètement, la commission d'enquête vise son projet Périclès, fondé en 2023, qui finance des projets médiatiques permettant de diffuser les idées de droite et d'extrême droite. Mais plus que la diffusion des idées, Périclès aurait des projets électoraux, notamment pour une alliance entre droite et extrême droite selon plusieurs médias. Un accord avec le Rassemblement national prévoirait par exemple un plan de conquête de 300 villes pour les prochaines municipales, selon le média L'Humanité. L'enjeu de la commission d'enquête est donc de définir les liens entre le milliardaire et les milieux politiques, par exemple si sa participation à la vie politique sort du cadre de la loi. Pierre-Édouard Stérin avait réclamé une audition en visioconférence, selon lui pour des raisons de sécurité. Il estime que se rendre à un entretien dont la date et l'adresse sont publiques pourrait le mettre en danger. Cette visioconférence a été refusée par la commission. Le milliardaire risque 2 ans de prison et 7 500 € d'amende pour non-présentation à une audience. Troisième actu, le niveau des élèves en primaire est inacceptable et le système scolaire est aujourd'hui en situation d'échec, selon un rapport de la Cour des comptes sur l'école primaire publié ce mardi. Aujourd'hui, en classe de 6e, un élève sur 3 est en difficulté en français et 1 sur 4 en maths. Le rapport pointe notamment du doigt la semaine de 4 jours qui serait en inadéquation avec les intérêts de l'enfant et qui rendrait plus difficile la concentration en début de semaine. La Cour des comptes défend plutôt le modèle sur 4 jours et demi, voire 5 jours, le modèle dominant dans les pays occidentaux. Ce système à 4 jours peut être appliqué par les écoles depuis 2017 et il est devenu largement majoritaire. Avant ça, la norme dans les écoles françaises était à 4,5 jours. Le rapport dénonce aussi un financement de l'école primaire plus bas que les autres pays, malgré des efforts budgétaires consentis ces dernières années, ainsi qu'une augmentation des inégalités en fonction du statut social. En effet, l'écart de réussite entre enfants de cadres et enfants d'ouvriers est désormais de 30%. Quatrième actu, un accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies a été adopté ce mardi à l'Organisation mondiale de la santé. Ce texte fait suite à la pandémie de Covid-19, commencée début 2020. Concrètement, il va permettre de mieux répondre aux risques de pandémie et de mieux protéger les populations lorsqu'une pandémie est détectée. Il prévoit notamment un accès équitable et à prix abordable entre pays aux produits de santé comme les vaccins, les tests et les médicaments, et un meilleur partage d'informations sur les découvertes d'infections qui peuvent potentiellement mener à des pandémies. Le but est par exemple d'éviter des cas où les pays aisés s'accaparent les vaccins au détriment de pays démunis. Cet accord s'inscrit dans un contexte complexe pour l'OMS, avec des coupes budgétaires, notamment liées au départ des États-Unis de l'organisation, décidé par Donald Trump. Cinquième actu, aujourd'hui en France, moins d'1 personne sur 4 fume quotidiennement. C'est le taux le plus bas mesuré depuis la fin des années 90, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives avec Santé publique France. Ce sont précisément 23,1% des 18-75 ans qui déclarent fumer tous les jours. En 2021, ce taux était de 25,1% et en 2016 de 29,4%. Sinon, autour de 3 personnes sur 10 déclarent fumer régulièrement, mais pas tous les jours. Mais alors, quel est le profil type du fumeur ? Eh bien, il y a plus de fumeurs chez les hommes, dans les milieux populaires et chez les jeunes qui ont fait moins d'études. Le tabagisme culmine entre 25 et 44 ans, mais diminue avec l'âge. On note aussi une baisse de tabagisme chez les 18-24 ans, puisque le nombre de fumeurs quotidiens de cette tranche
d'âge est désormais plus bas que chez les 25-34 ans, ce qui est potentiellement lié à des campagnes de sensibilisation. Enfin, l'utilisation de la cigarette électronique reste encore assez réduite, avec 6,1% de fumeurs quotidiens et 8,3% d'occasionnels chez les 18-75 ans. On termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis, des chirurgiens ont réussi pour la toute première fois de l'histoire à réaliser une greffe de vessie. L'opération a duré 8 heures et a été réalisée début mai sur un patient qui s'était fait retirer les 2 reins et une grande partie de sa vessie suite à un cancer. Cette réussite représente un espoir pour les patients souffrant de problèmes de vessie qui se voyaient souvent proposer la pose d'une poche extérieure qui accueillait l'urine. Cette pratique présentait des risques à court et long terme, en plus d'affecter considérablement le quotidien des passants. Merci Morgane pour ces actualités, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à suivre ce format en version podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.